c'est parti pour l'épisode 2 de Crispy Club. On va parler d'une chose très simple, de comment on découvrait la Corée du Sud avant que celle-ci devienne cool. Dans l'épisode précédent, on a vu que la Corée est arrivée d'un coup. C'est des années de construction, d'invisibilité et de passion vécue en marge. Et pour continuer ce podcast, j'avais envie de poser ce contexte-là aussi, ce côté en marge. Alors c'est pas pour raconter ma vie, mais vraiment pour vous donner un point de vue de l'intérieur, de comment ça a pu être vécu pour toutes les personnes passionnées depuis 20 ans. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes le se reconnaîtront. Avant de commencer, si le sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Laisse une note et un avis, commente, partage. Et maintenant, je vais te ramener en 2006, il y a 20 ans. À ce moment-là, dans le monde, YouTube vient à peine de naître. Netflix n'existe pas encore en streaming. Les séries américaines dominent totalement l'imaginaire collectif. Et comme beaucoup, je regarde One Tree Hill, Desperate Housewives, Grey's Anatomy et plein d'autres. Mais j'ai ce sentiment précis que je me souviens encore, c'est qu'il me manque quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je le découvrirai bientôt. C'est aussi l'époque des torrents, Imul, du streaming coupé en 4 parties, disponible dans des sites pas très légal non plus, des liens qu'on se partageait sur des skyblogs. Tout est compliqué, mais paradoxalement, on découvre énormément. Et un jour, j'entends chez ma meilleure amie de l'époque, je l'entends s'embrouiller avec sa sœur. Et d'un coup, ma meilleure pote lui dit « Laisse-nous tranquille là, va voir tes Coréens là ». Et là, je lui demande une explication, mais pourquoi tu lui dis ça ? Et elle m'explique qu'à ce moment-là, que sa grande sœur est à fond en ce moment sur des séries japonaises et coréennes. Moi qui suis plutôt intéressée par la culture asiatique, je suis curieuse, je suis un peu piquée par ça. Je fais, ah ouais, qu'est-ce que c'est ? Et elle dit qu'elle aussi ça l'intriguait et qu'un de ces quatre, elle s'y mettrait aussi pour regarder. Et un jour, elle m'a partagé du coup les infos. On découvre un peu en même temps, ensemble, ce nouveau monde. Parce qu'à l'époque, quand on me parlait de Corée, moi je pensais forcément aussi à Corée du Nord. Surtout à l'époque. Ce que je veux t'expliquer ici, c'est pas seulement mon parcours, mais c'est pour te montrer vraiment une passion qui était vraiment marginale à l'époque, avec on parlait de ce qui se passait dans le monde. Je te l'ai dit, j'ai commencé donc par regarder un drama, mais ce n'est pas un drama coréen, c'est un drama japonais qui s'appelait Hana Yori Dango. Donc quand je découvre ça, c'est un peu un ovni quand même. C'est un autre rythme que les séries américaines dont j'ai commencé vraiment à abuser à cette époque-là. C'est une autre manière de filmer, c'est des émotions plus frontales. Et puis d'un coup, je découvre le drama coréen Full House. Avec du recul, je peux le dire, il a très mal vieilli au final. Le gars hyper toxique aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, c'était trop bien. Ce que je retiens vraiment, c'est que la langue, elle était différente. Les codes émotionnels aussi, ils étaient différents. Vraiment, tu vois carrément la différence entre le Japon et la Corée en termes d'émotions, même dans les dramas. Et surtout, ça ressemble à rien de ce que j'avais pu voir ailleurs. Pendant que moi, je découvre ça, la Corée commence à ce moment-là vraiment à se développer vers l'Asie de l'Est. En Europe, on est complètement sous les radars. Il y a pratiquement personne, il y a très peu d'informations en français sur Internet. C'était très compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'était pas la norme. Ici, déjà en France, aimer les mangas dans les années 2000, t'étais déjà catégorisé. Quand tu regardais aussi beaucoup de séries, t'étais comme un geek. Aimer une culture étrangère autre que les États-Unis, alors là, c'est vraiment étrange. La Corée du Sud, elle est absente des médias. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a que Facebook. Je suis même pas sûre, est-ce qu'il y avait Facebook ? Il n'y avait pas de plateforme accessible, vraiment visibilité du grand public, zéro. Et donc la passion, elle se vit qu'en petite communauté, avec des blogs, des forums, et on montre pas encore trop sa passion. On la partage qu'avec ceux qui savent. D'ailleurs, je pense que c'est en 2008 qu'on avait sauté le pas avec Hugona, où on a créé le blog Cafénomène. On a commencé à écrire des articles, et en fait, je me souviens, les articles, c'était des traductions de ce qu'on trouvait, parce qu'il y avait rien sinon, il y avait rien. Pour beaucoup, la K-pop est arrivée d'un coup. En réalité, elle s'est construite par couches successives sur plus de 20 ans. Moi, c'est grâce au drama que j'ai découvert la K-pop. Avec B-Rain, justement, dans Full House, qui était donc initialement un chanteur. J'ai compris qu'il y avait aussi dans le même univers, il y avait Seven, il y avait Boa, et surtout Big Bang, qui est mon oxygène, ma vie, mon coup de cœur, mon number one. À l'époque, on se définissait surtout par team. Il y avait la maison YG, donc, dont fait partie les Big Bang. Il y avait la maison JYP et la maison SM Entertainment. Je vous vois venir là. Moi, la passion que j'avais pour Big Bang, d'autres l'avaient pour Super Junior, qui était l'équivalent avec la SM. Bien sûr, la K-pop n'a pas commencé avec eux. Il y avait déjà H.O.T., So Taiji and Boys, SES. Enfin, il y avait vraiment
beaucoup de groupes avant aussi qui ont cartonné. Ce sont des groupes fondateurs, mais que je n'ai pas connus directement, mais qui ont vraiment posé les bases du système. Ce qui frappe directement, c'est la différence avec les musiques françaises et aussi les MV, les clips français de l'époque et les clips coréens à la même époque. C'était une différence de dingue. Vraiment, les clips coréens ressemblaient vraiment beaucoup plus à des productions américaines. Ils avaient quelque chose en plus. Il y avait des chorégraphies millimétrées, des univers visuels très forts, des couleurs, de l'acting, bref, une vraie narration. Et surtout, il y en a toutes. La machine K-pop, elle tourne en continu, tous les mois, parfois, toutes les semaines, des nouvelles sortent. En fait, tu deviens complètement addict. Et tu développes aussi un peu une FOMO, on va pas se mentir. Et derrière ce spectacle ultra maîtrisé, évidemment, il y a des dérives, clairement, on va pas se mentir. Derrière la surproduction, il y a des pressions extrêmes aussi. Il y a des idoles parfois déshumanisées. Il y a des drames profonds avec des suicides. Il faut quand même le dire. Ça rappelle que cette surproduction, elle a un coût sur l'humain. Donc pendant toutes ces années, les groupes se lancent en Asie, ça s'exporte beaucoup dans les pays asiatiques et ça tente aussi de s'exporter en Occident petit à petit. Et en 2011, un moment clé, la SM Town arrive pour la première fois en concert à Paris. Je pensais jamais vivre ça et voir ces artistes sortir de YouTube, être là devant moi, j'avais envie de pleurer de toutes les larmes de mon corps. Déjà à l'époque, acheter un CD de K-pop, ça relevait de l'expédition. Moi j'habite toujours en banlieue parisienne et à l'époque ça me revenait à mettre 1h30 pour être trouvé dans le seul magasin qui vendait de la K-pop, mais on y allait toujours. Les concerts se multiplient doucement. Je me souviens aussi du Music Bank à Paris. Et les salles, de mémoire, elles n'étaient pas pleines. Il y avait des sièges masqués, il y avait une curiosité médiatique, mais ça n'allait pas plus loin. Quand on en parlait surtout des dérives, de la dérive du système. Et puis en 2012, un événement qui est impossible à ignorer, Gangnam Style de Psy. Qu'on le veuille ou non, Psy, qui correspond à aucun modèle idol de K-pop, a réussi à percer. Il a fait un buzz mondial, personne ne s'y attendait, même lui. Il a cassé YouTube, c'est drôle, décalé, pas pris au sérieux, mais le monde entier adore. Quand t'entends le monde entier dire le mot Gangnam, qui est donc un quartier de Séoul, t'imagines une seconde si demain le monde chantait Mare Style, ou je sais pas, Marly Gaumont, le Marly Gaumont style. T'imagines une Madonna qui sort Marly Gaumont style, des trucs comme ça. Je pense que du coup les Coréens devaient être très contents, même si c'était pas forcément représentatif de leur pays, que c'était quand même drôle, décalé. Ça reste quand même positif. Ils étaient très contents que la Corée soit au moins un peu vue et soit devienne virale et de voir un des leurs faire le tour du monde grâce à ça. La Corée a compris. Même si Psy représente pas l'image classique de la K-pop, ils ont conscience quand même que ça ouvre des portes. D'ailleurs, anecdote personnelle, j'étais dans le Grand Journal lorsque Psy est venu faire la tournée des médias à Paris. Et je peux vous dire, mais quelle énergie! Je me souviens encore du moment où il sautait et tout, c'était incroyable. L'énergie qu'il y avait dans la salle était ouf. Donc j'imagine même pas une salle de concert. Malgré tout, en 2012, percer quand même international reste compliqué. Même avec les featuring précieux de Snoop Dogg, la K-pop n'arrive pas vraiment à s'installer encore durablement. Mais pendant que l'Occident regarde ailleurs, la Corée continue. Elle continue son truc avec les gens qui veulent bien. L'industrie coréenne continue d'évoluer. Il y a plus d'agences, on n'est pas sur les 3-4 grosses agences. Maintenant, il y en a d'autres qui ont vraiment explosé, dont Big Hit Entertainment. Entre-temps, il y a donc une nouvelle génération qui s'installe, une nouvelle génération d'idoles qui arrivent et qui s'installent et qui ont grandi avec les sons de Big Bang, Super Junior, SNSD, etc. Il y a quelques groupes qui arrivent à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire, c'est donc s'installer aux États-Unis et dans le monde, atteindre les tops mondiaux. Et BTS a réussi avec Dynamite à faire un tournant quand même historique. Et dans le même temps, Blackpink aussi explose à l'international. Ils ont réussi un peu plus à exporter Blackpink. Maintenant, la K-pop n'est plus une curiosité. Et c'est deux groupes, donc Blackpink et BTS, qui ouvrent principalement la voie. Donc c'est pas un succès soudain, vous l'avez compris. C'est l'aboutissement de 20 ans de construction, d'essais, d'échecs et d'adaptations. Et en fait aussi, cette passion, elle construit des parcours. Moi, je vous ai parlé du fait que j'ai écrit des blogs. La passion, en fait, pour la Corée, elle n'est pas passive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui créent des associations, qui créent des blogs, des sites, du contenu. Il y a vraiment cette envie de partage, de créer, d'écrire. Je fais partie de cette vague-là, toujours. Là, la preuve, je suis en train de faire un podcast. Entre 2008 et 2014,
j'avais un blog sur la culture coréenne, donc c'était Cafénomène avec Hugona. Et en 2016, j'ai créé la chaîne YouTube Cocorico avec Lauriane. Et en 2018, on part en Corée du Sud pour la première fois pour ma part, pas pour y vivre, pour des vacances. Et donc le projet YouTube s'arrête. Une vie personnelle et professionnelle bien mouvementée. Et c'est là, et c'est au moment où je m'arrête de créer que le monde évolue. Donc il y a le Covid, il y a les plateformes qui arrivent, il y a les usages aussi qui évoluent, les formats courts qui explosent à partir de 2020 et avec le Covid. Bref, il y a une évolution de dingue. Et donc je reviens avec cette évolution. Là vous me voyez en podcast, mais voilà, depuis quelques années je fais beaucoup de vidéos sur Instagram, en solo cette fois-ci, et ça me plaît énormément. C'est un format que j'ai exploré, que j'adore toujours d'ailleurs. Ça m'a mis en confiance, je suis devenue vidéaste aussi. Un de mes métiers maintenant c'est de créer des vidéos pour les autres. Voilà ce que c'était le avant. Je pense que je vais pas aller au-delà de 2020 parce que je pense que c'est à partir de là que les gens ont eu la visibilité sur la Corée. Cet épisode, c'était pas forcément pour parler moi comme je vous dis, mais c'était pour vous montrer, vous contextualiser et avoir un regard de l'intérieur et de pouvoir poser des analogies chronologiques et pour mettre des mots et un contexte sur ce phénomène. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. Le prochain épisode n'a rien à voir. On va être sur la réaction de mon coach sur l'émission 100% physique. Et oui, je vous ai dit là, on va un peu plus dans le divertissement. Et donc je vous dis tout de suite à l'épisode 3. Ciao!